Nous allons recevoir bien Oui, sûr... elle s'installe, le professeur Assis Berthe, qui est installé, voilà. On parlera aujourd'hui d'épilepsie, Marco l'a dit. Elle est neurologue, et cela au CHU de Cocody. Bonjour, professeur. Bonjour. On vous a vu dans l'élément du journal télévisé, vous êtes très engagé dans la lutte contre cette maladie, cette pathologie-là. Vraiment merci et félicitations déjà pour tout ce que vous faites. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau, Eva. Merci, c'est moi qui vous remercie. Docteur, l'épilepsie, c'est une maladie qui est assez mal connue, notamment sur les modes de transmission. On a l'impression, et vous l'avez dit d'ailleurs dans l'élément, qu'en touchant un épileptique, on ne se faisait pas contaminer, mais ce sont des idées reçues qui ont la peau dure. On méconnaît la maladie, on en entend parler, mais on ne sait pas véritablement ce que c'est que cette pathologie. Docteur, on vous écoute. Qu'est-ce que l'épilepsie? Avant tout, je voudrais dire merci au nom de l'Association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie que je dirige depuis quelques années. Merci pour l'occasion que vous nous donnez pour faire connaître cette maladie qui est vraiment mal connue, frappée de nombreux préjugés. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique. C'est une maladie qui se manifeste par des signes cliniques. En général, la crise que l'on connaît, c'est ce malade qui crie, qui tombe et puis qui s'agite. Mais ce n'est pas la seule crise. En fait, le malade, il peut faire différentes crises selon le siège de la lésion. L'épilepsie, on peut dire, c'est la répétition des crises d'épilepsie. Avant 2004, c'était la définition qui était retenue. Mais depuis 2005, ils ont révisé. Il faut 2 crises espacées de 24 heures. 2 crises non provoquées, parce qu'on sait que chez les enfants, la fièvre peut provoquer des crises. Mais ce n'est pas une épilepsie. Chez l'enfant, on parlera de convulsions fébriles parce qu'il y a un facteur déclenchant. Quand les crises sont non déclenchées, non provoquées, alors si elles sont espacées d'au moins 24 heures, on considère que c'est une maladie épileptique. Également, si la personne peut faire une seule crise, ce n'était pas le cas avant 2005, mais si on sait qu'il y a un facteur qui est capable de lui faire refaire une deuxième crise dans les 10 ans, on considère que c'est une épilepsie également. Merci beaucoup à vous, professeur. C'est un grand plaisir de vous avoir pour éclairer la lanterne de beaucoup de personnes qui souffrent parfois en silence, Eva, qui donc méconnaissent tout ce qui sous-tend cette maladie. Ça tombe bien. Voici un élément qui va nous permettre, tant soit peu, de faire le point. L'épilepsie, on dit que les gens tombent en transe. Mais ce n'est pas forcément qu'ils tombent en transe, mais quand ils voient, c'est une maladie qui n'existe pas, mais c'est une histoire de fétiche, histoire des trucs du village, c'est ce qu'ils voient. Sinon, je ne vois pas quelque chose d'autre. L'épilepsie est une maladie héréditaire, mais qui se manifeste par une crise. La personne peut avoir une crise et puis tomber, faire sortir des salives. L'épilepsie est une affection neurologique qui se définit par une prédisposition cérébrale à générer des crises épileptiques dites non provoquées, autrement dit non expliquées par un facteur causal immédiat. Une crise épileptique est caractérisée par une altération fonctionnelle transitoire au sein d'une population de neurones. Elle peut être partielle ou généralisée. De manière générale, la prévalence de l'épilepsie dans les pays en voie de développement est estimée à 10%, ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire où on enregistre un taux supérieur à 30%. De nos jours, la connaissance de cette affection a été améliorée au cours des dernières années par le développement de la neuroimagerie et surtout grâce à la prise en compte des problèmes psychologiques et sociaux auxquels sont confrontées les personnes atteintes d'épilepsie. Toutefois, pour de nombreuses personnes, l'épilepsie reste encore mal perçue, considérée comme un mauvais sort, état de fait renforçant ainsi le sentiment de marginalisation des personnes malades et de leurs familles. L'épilepsie est contagieuse. Lorsque un parent est atteint par l'épilepsie, ça peut être son fils ou sa fille peut être contaminé par l'épilepsie. Je peux dormir avec quelqu'un qui a l'épilepsie, mais pas manger avec la personne, parce qu'elle se transmet à travers la salive. L'épilepsie se guérit traditionnellement. Et puis aujourd'hui, avec l'évolution de la science, l'épilepsie se guérit. Professeur, on a vu donc dans cet élément beaucoup de préjugés, beaucoup de choses fausses.
mais qui sont dans l'imagination populaire et auxquelles les gens croient dur comme fer. On va commencer par les causes. Vous l'avez dit, c'est une maladie neurologique. Qu'est-ce qui provoque justement cette défaillance-là au niveau des neurones? Merci. En fait, il y a plusieurs causes. Ils ont parlé de facteurs génétiques, effectivement. Il y a une sensibilité à faire des crises dans certaines familles. Alors, ça ne sera pas contagieux, mais il y a une transmission un peu héréditaire qui va sauter des générations. On peut avoir une lésion du cerveau à la suite d'une méningite, à la suite d'un neuropaludisme chez les enfants, c'est fréquent, à la suite d'une tumeur cérébrale, à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Toute lésion du cerveau sera capable de générer des crises si ça concerne les neurones, surtout à l'extérieur. On parle de neurones corticaux. Ou bien si ça touche les circuits de neurones qui entraînent des décharges. Parfois, c'est des crises fonctionnelles. Par exemple, j'ai parlé de la fièvre ou bien une hypoglycémie. Le cerveau qui manque de son glucose va se manifester par des crises. Ou bien quelqu'un qui a une hyperglycémie, chez un diabétique, la glycémie monte ou bien elle descend plutôt, elle baisse. Le malade peut faire des convulsions. Mais c'est quand c'est non provoqué et que ça se répète, on parle d'épilepsie. Alors, il y a plusieurs causes. Des abcès peuvent donner des crises. Là, je rebondis sur les 30% dont ils ont parlé. C'est chez les enfants. Si on fait une étude chez les enfants, on peut avoir ces taux importants. Mais il n'y a pas eu d'études dans la population générale. En neurologie, on a fait quelques études dans certains villages et on se retrouve à 7% environ. Est-ce que ça peut être décelé pendant que la femme est enceinte? Est-ce que c'est possible aujourd'hui en 2017 de voir ça si le bébé, si le fœtus a des prédispositions? Non, non, c'est pas possible. Ça fait partie quand même des fruits des objectifs de la recherche, parce que ce serait quand même... Non, il faut que l'enfant naisse et s'il fait des crises, parce qu'on parle d'épilepsie, quand la personne fait des crises, même si sur le plan électrique on trouve des anomalies qui n'a jamais fait des crises, on ne dira pas qu'il est épileptique. On va le surveiller quand même, on va le suivre quand même. On va le suivre si c'est nécessaire parce que dans certaines familles, il y a certains, à cause de la susceptibilité familiale, héréditaire, certains feront des crises. D'autres, par contre, ne feront pas des crises, mais on peut trouver des anomalies chez eux. Très bien. Alors, moi, personnellement, j'apprends beaucoup de vous aujourd'hui parce que je pensais que c'était une maladie, je dirais, avec laquelle on naissait. Et j'apprends aujourd'hui que l'épilepsie découle d'autres problèmes de santé. Donc, on peut se retrouver à 40 ans, à 30 ans, à 10 ans épileptique, alors qu'on ne l'était pas au départ. Oui. L'élément nous a appris également beaucoup de choses, notamment les préjugés qui entourent cette maladie. Le premier intervenant disait, par exemple, pour lui, que l'épilepsie n'existait pas et que c'était souvent, voire toujours, le résultat d'un sort. Il a parlé de mysticisme, il a parlé de fétiche, parce que le malade, justement, fait des convulsions qu'on peut appeler trans. Oui. Malheureusement, ces préjugés sont vraiment néfastes pour le malade. Ça bloque le dépistage. Les parents cachent leurs enfants. En fait, l'épilepsie, c'est une maladie. C'est une maladie... Comme tout autre. Comme tout autre. Le problème, c'est que les gens pensent que c'est des génies à cause de l'agitation que le malade présente. Parfois, il y a certaines crises, quand elles intéressent la partie antérieure du cerveau, la partie frontale, ça sera des troubles du comportement. D'accord. L'enfant peut faire des fuites, des fugues, il peut avoir des comportements anormaux, mais c'est bref. Quand c'est bref et ça se répète de manière identique, il faut penser à une épilepsie. Quand c'est des sorts, en général, la personne devient, il se promène, la personne se promène, elle devient démente. Voilà, voilà. Mais quand c'est bref, ça se répète de la même manière, il faut penser que ça peut être une crise épileptique. Alors, professeur, vous avez parlé donc de facteurs génétiques. Lésions du cerveau, l'hérédité aussi, ça peut être subséquent à une méningite, à une tumeur, à un AVC ou à un neuropalus. Et puis, il y a un souci au niveau, comme l'a dit Eva, dans l'imagerie populaire, du fait que on en a honte. Est-ce que si on en venait maintenant au traitement, concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des prédispositions particulières chaque jour, à des moments précis, pour suivre, on va dire ça comme ça, quelqu'un qui a déjà au moins fait une fois une crise d'épilepsie? Alors, on traite ceux qui sont déclarés épileptiques. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait au moins 2 crises espacées de 24 heures non provoquées, ou bien ils ont un facteur qui peut provoquer une autre crise. Alors, ces malades, il y a des traitements. Il y a des traitements médicaux. Et ces traitements, il y a des règles de traitement.
En fait, quand on met le traitement, on tient compte du type d'épilepsie. Parce qu'il y a des types qui touchent tout le cerveau. Donc, on voit, par exemple, le malade qui est agité. Et puis, il y a des crises qui vont intéresser seulement une petite partie du cerveau. Et la personne peut avoir soit des mouvements d'un seul bras. On parle de crise partielle. Et quand on met le traitement en fonction du type de crise, donc c'est le médecin qui va déterminer, il faut que le traitement soit régulier. Alors là, c'est le principe le plus important. Quotidien, respecter les consignes. Pas d'alcool, sommeil suffisant, les mesures d'hygiène qui vont accompagner ce traitement. Et ce traitement, il doit être continu sur au moins, pour l'arrêt d'un traitement qui a été institué, c'est quand la personne ne fait plus de crise. 2 à 5 ans, les règles sont nettes. 2 à 5 ans sans crise, alors le médecin décide avec l'accord du malade d'arrêter le traitement, mais on ne l'arrête même pas brutalement. Progressivement. Progressivement sur quelques mois pour déshabituer le cerveau à ce traitement. Très bien. Vous l'avez dit, il y a des règles d'hygiène tout simplement à respecter, notamment pas d'alcool, pas de cigarettes, j'imagine, pas tout ce qui est excitant. Il faut bien dormir et souvent on dit également de ne pas trop regarder la télé parce que ça peut déclencher des crises. Mais pour revenir encore à nos traditions, à ces mythes urbains, on dira, il y a des aliments qui sont déconseillés aux épileptiques. On a tendance à dire que les épileptiques ne doivent pas consommer d'œufs, ils ne doivent pas consommer d'huile rouge, etc., etc. Est-ce que l'alimentation joue un rôle dans le traitement? Est-ce qu'il y a un traitement alimentaire particulier et spécial pour ceux qui souffrent d'épilepsie? Non. En fait, un épileptique mange tout. D'accord. Il peut tout manger, il n'y a pas d'interdit alimentaire. Vous avez parlé de graisse et il y a, dans les épilepsies résistantes, il y a un traitement qui est à base de beaucoup de graisse, un traitement particulier. On parle d'un régime alimentaire, régime cétogène, où on utilise beaucoup de graisse. Alors, c'est pour certaines épilepsies des enfants en particulier, c'est difficile à faire. Voilà. Mais ça existe. Mais le régime, il mange tout. L'épileptique mange tout. Il est comme vous et moi. Très bien. Mais la particularité, la difficulté que vous avez, professeur, c'est qu'au sein de votre association, au-delà du traitement et au-delà de l'explication, il y a cette barrière culturelle. On préfère parfois aller le plus souvent vers les tradipraticiens, vers, on va dire ça comme ça, les féticheurs, entre guillemets, pour traiter ça. Quelle est la démarche que vous utilisez afin de faire tomber ces mythes durs là, qui sévissent encore dans nos sociétés, principalement africaines? Alors là, on fait des séances de sensibilisation. L'Association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie a 2 volets. Elle forme les médecins et les praticiens, les infirmiers et autres, pour la prise en charge de ces malades. Mais à côté, on fait un volet de sensibilisation et dépistage. Et d'ailleurs, même le 22 février, à l'occasion de la journée nationale de l'épilepsie, on sera à Bingerville. On aura en matinée la formation du personnel médical. Et l'après-midi, ce sera les sensibilisations. Il y a eu déjà beaucoup de campagnes de sensibilisation à Port-Boué, à Boaké, à Bobo, où on explique que c'est une maladie. Il faut qu'ils viennent à l'hôpital et qu'ils suivent le traitement. D'accord. C'est ce volet qui est fait. Est-ce que l'épilepsie est contagieuse? On a tendance à dire que la salive d'un épileptique ne doit pas toucher une autre personne saine entre griffes pour ne pas être contaminée. Est-ce que l'épilepsie est contagieuse? Alors, je dirais non. L'épilepsie n'est pas contagieuse. En fait, dans l'explication qu'on a donnée, la décharge électrique se passe dans le cerveau de la personne malade. La salive n'est qu'un élément extérieur, une conséquence. Et la salive ne peut pas contaminer. Il faut retenir que l'épilepsie n'est pas contagieuse. En fait, on parle de la salive. J'étais à une thèse où on dit le gros orteil, quand il vous touche, quand il est en crise, ça vous contamine. Tout ça, c'est la peur. Et puis, cette peur n'est pas pour les malades. Elle ne fait qu'aggraver les situations. Vous voyez les enfants, parfois, vous voyez des enfants, on dit l'enfant ne marche pas, il ne parle pas, on dit parfois même enfant serpent. Certains de ces enfants, on les a laissés faire leur crise. Et la crise s'est répétée et elle détruit le cerveau. D'accord. Et ces enfants, on les retarde psychomoteur, simplement parce qu'on n'a pas voulu toucher. Il y a des enfants qui sont brûlés parce qu'on n'ose même pas les enlever du feu. L'épilepsie n'est pas contagieuse, il faut le retenir.
Alors, si vous êtes maintenant, si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur RTI 1 dans le cadre de Matin Bonheur et dans la dernière ligne droite, nous recevons un sujet d'actualité ou un sujet vraiment qui préoccupe la plus grande partie de la population. Nous sommes en compagnie du professeur Berthe Assi. Elle est neurologue au centre hospitalier universitaire de Cocody et nous parlons bien sûr de l'épilepsie. Alors, donc, professeur, on va revenir un peu sur l'espérance de vie des épileptiques. Il y en a qui disent qu'ils ne vivent pas longtemps, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous clarifier ce point-là également, s'il vous plaît? En matière d'espérance de vie, l'espérance de vie, l'épileptique, il est comme vous et moi. Ça dépend de sa pathologie. Si l'épilepsie est en rapport avec une tumeur cérébrale, il va mourir de cette tumeur. Son espérance de vie sera réduite à cause de cette tumeur. Si c'est une méningite, au cours de la crise, il peut décéder. Parfois, les crises se prolongent. Et dans ces cas-là, ces malades peuvent décéder. Les états de mal épileptique, on parle d'état de mal. La crise se répète sans que la personne revienne à une conscience normale ou la crise se prolonge. Alors là, puisque pendant la crise, la personne ne respire pas, ces crises généralisées qui se prolongent, la personne peut mourir. Dans ces cas-là, on peut dire que ça joue sur l'espérance de vie. Mais s'ils prennent bien le traitement, ils suivent bien les consignes, ils évoluent sans traitement. Avec un traitement normal, ils évoluent comme vous et moi. Très bien. Vous l'avez dit, ces crises-là peuvent survenir à tout moment, dans la rue, dans la voiture, au bureau, à la maison. Quand on est à proximité d'une personne qui fait une crise d'épilepsie, quels sont les premiers gestes qu'il faut avoir? Les premiers gestes à faire, en fait, la crise, elle est brève, il faut le retenir. Elle est en général brève, quelques secondes. Le malade qui est en crise, il faut simplement le poser, ou le faire coucher en position latérale de sécurité, en PLS. Il ne faudrait jamais empêcher les crises. Parce que les crises sont violentes, on peut entraîner des fractures. Il ne faut jamais mettre quelque chose dans la bouche. Si vous prenez le doigt, il peut vous couper le doigt parce qu'il y a une contraction qui est involontaire. Et souvent, ils se mordent la langue ou ils s'avalent la langue? Ils se mordent la langue si la langue sort au moment de la fermeture de la mâchoire. On le laisse. Après la crise, il faut le laisser également parce qu'après la grande crise, il y a un moment où il peut être agité. Des soubresauts. On le laisse se relever, qu'il soit bien éveillé avant qu'on le touche parce qu'il peut être agressif quand il est dans la phase post-critique comateuse. Voilà. Donc, position latérale de sécurité si ça survient. Vous dégagez ce qui est autour. S'il y a un caillou, si le lieu est... Voilà, vous dégagez. S'il est au milieu de la route, essayez de le prendre à plusieurs, le dégager, mettre au bord de la route. Et puis c'est tout. On attend que la crise s'arrête. On ne peut rien faire en fait. Non, parce que la crise est brève. 2 secondes, 2 minutes, 3 minutes. On n'a même pas le temps d'agir, même à l'hôpital. Sauf si la crise se prolonge, alors si la crise dépasse 5 minutes, 10 minutes, emmenez rapidement la personne à l'hôpital. Si la crise se répète aussi de manière très rapprochée, emmenez le malade à l'hôpital. Dans tous les cas, s'il a fait une crise, c'est une première crise, il faut le faire voir par un médecin pour qu'on détermine la cause de cette épilepsie pour la traiter. Merci beaucoup, professeur. On va continuer avec vous. On a déjà évoqué la durée du traitement. On a parlé également du fait qu'on puisse guérir ou pas de l'épilepsie. On ne va pas revenir là-dessus. Par contre, quelles sont les perspectives de la recherche médicale sur l'épilepsie? La recherche médicale, comme toutes les recherches, elle évolue beaucoup. Avant, on avait un certain nombre de traitements et maintenant, on a toute une flopée de nouveaux antiépileptiques parce que la recherche permet de retrouver les mécanismes physiopathologiques qui déclenchent et les médicaments sont fabriqués de telle sorte qu'ils agissent, ils bloquent les mécanismes de charge des crises. Donc la recherche évolue beaucoup. Et vous, comment vous appréhendez ça? Parce qu'il y a un problème, il y a un souci au niveau pédagogique, didactique, avec tout ce que cela provoque comme information, pendant que vous allez vous éponger un peu. Avec Eva, ça fait partie un peu des questions qui reviennent. Il y a la barrière culturelle, il y a ce qu'on a, les idées reçues. Et ça, j'imagine que c'est difficile pour votre mission, parce que vous êtes à double casquette. Autant vous intervenez au niveau local, sur les malades, et aussi au niveau global avec vos pairs. Ce n'est pas évident également de faire tomber toutes ces barrières-là. Surtout, je pense, dans le milieu rural. Dans le milieu rural. Encore en ville, j'imagine que les gens sont un peu plus allés à l'école que dans les villages. Donc, c'est des choses qu'on peut expliquer plus aisément. Mais dans les villages, les préjugés ont la peau dure. Et cela
emmène bien souvent des complications, notamment sur le cerveau. Elle a parlé de ses enfants-là, le professeur, qu'on laisse avoir des crises sans être pris en charge et puis ça dégénère carrément avec des effets qui sont dévastateurs pour le cerveau et l'enfant est ensuite stigmatisé. Donc, est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites dans nos villages, dans les coins les plus reculés? Les campagnes de sensibilisation, en fait, on a créé une association qui regroupe les parents. Les parents et puis les épilepsies. Stop Épilepsie. Malheureusement, les animateurs étaient en son temps des étudiants. Ils travaillent maintenant, le responsable. Il est question de relancer l'activité pour que les parents puissent faire connaître la maladie. Parce que quand on témoigne au moins, les parents, les autres savent que c'est une maladie qui n'est pas contagieuse. Le témoignage venant des malades, il est bon. En 2015, on a fait une émission ici. Ce responsable de Stop et l'épilepsie, il était épileptique lui-même. Il travaille maintenant. Il est venu sur les antennes, il a donné des conseils aux parents pour dire que ça se soigne, ça se guérit. Pour démystifier la maladie. Oui, pour démystifier la maladie. Et on a pris contact avec lui pour qu'on puisse relancer les activités. Mais je lance un appel aux parents. Quand ça sera lancé, il faudrait qu'ils adhèrent parce que c'était un peu ça. Ils ne se sentaient pas. Parce que les gens trouvent que c'est une maladie honteuse. Donc, même pour l'émission, on a demandé à avoir des épileptiques. Au dernier moment, on a pu avoir une dame qui voulait, parce qu'il y a beaucoup qui ne voulaient pas. Exactement. Ah, on va me voir à la télévision. On dit, même ça sera brouillé. dit, non, 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 les gens vont me reconnaître. Donc, il faut expliquer. Que c'est pas il faudrait qu'on puisse avoir les moyens aussi d'aller vers les villes et les campagnes. Financièrement, l'association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie se fait aider par des laboratoires, mais c'est tout. On n'a pas vraiment plus de moyens que ça. Quel conseil vous pourriez donner de façon concrète à une famille qui vit au quotidien avec quelqu'un qui est sujet à des crises d'épilepsie? À cette famille, je dirais d'avoir un environnement qui est favorable. Parce que le stress, par exemple, peut déclencher une crise. Voilà. Parce que si c'est un enfant ou bien un adulte, qu'il ait une quantité de sommeil suffisante. Pas d'alcool. Il faut qu'il ne donne pas d'alcool. Il faut qu'il dorme au moins 8 heures de temps. Il ne faut pas énerver les épileptiques. Oui, parce que le stress, la colère peut déclencher une crise. Donc, il ne faut pas les énerver. Il faut les inciter à prendre leur traitement comme il le faut, régulièrement. Éviter de prendre la drogue, parce que les excitants, il ne faut pas les prendre. Vous avez parlé de cigarette, non. Pas, sauf s'il prend la cigarette et puis il ne dort pas, il passe son temps à prendre ses cigarettes. Bon. Sinon, c'est l'alcool, la drogue. Il faut qu'il évite, il faut qu'il ait suffisamment de sommeil. Et puis, les parents, ils doivent comprendre que c'est une maladie et aider ce patient à assumer cette maladie. L'aider aussi dans la régularité de traitement afin qu'au bout de 2 ans, on puisse éventuellement arrêter le traitement. Chez l'enfant, puisque jusqu'à 5 ans, l'enfant peut avoir des convulsions. Quand il a la fièvre, on essaie d'aller vers ces 5 ans-là, passer ce cap. Donc, chez l'enfant, ça va durer un peu plus. Peut-être que ça sera 3 ans. Si on l'a pris à 2 ans, ça sera 4 ans. Si on l'a pris à... Voilà, ça va durer un peu plus. Mais les parents, leur apport est important, leur soutien est important pour les malades. Et pour les femmes enceintes qui souffrent d'épilepsie, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre? Alors, pour les femmes enceintes, en fait, du fait des conséquences des médicaments sur la grossesse et de la grossesse aussi, et la crise aussi sur la grossesse, parce qu'une femme elle fait des crises, elle peut avoir un mort-né par exemple, ou bien faire un avortement, ou bien le traitement peut jouer sur la fertilité, sur le fœtus. Pour cela, on essaie d'expliquer aux jeunes filles et autres qu'il est bon qu'elles fassent régulièrement le traitement, parce que plus le traitement est régulier, plus ça traîne, pour qu'on puisse arrêter quand elle sera en âge de procréer. D'accord. Si elle est en âge de procréer, ce qui est dit, c'est qu'il faut que les parents ou bien la personne signale au médecin, parce qu'il y a des précautions à prendre. Il y a des traitements tels que l'acide folique qu'il faut donner, un produit qu'il faut donner toute la grossesse, même avant, 2 mois avant la conception, et continuer pendant tout le temps jusqu'à l'accouchement. Il y a des précautions à prendre, mais le problème c'est que, bon, on n'est pas informé et puis la grossesse arrive ou bien ils arrivent déjà en grossesse. Bon. Très bien. En tout cas, merci à vous, professeur
Berthe Assis, merci en tout cas pour cette vision. C'est difficile, hein, on imagine, hein, on aimerait franchement du fond du cœur saluer être de tout cœur avec toutes ces familles qui souffrent des affres de cette pathologie-là. Voilà, le but était purement didactique, pédagogique, afin d'expliquer et de démystifier un peu. On restait, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la droite ligne de la journée internationale de la lutte contre l'épilepsie. Exactement, on retiendra donc que l'épilepsie n'est pas une maladie honteuse, elle ne découle pas d'un sort qui aurait été jeté, ce n'est pas une question de génie, l'épilepsie n'est pas non plus contagieuse, on peut manger avec des épileptiques, dormir avec des épileptiques et quand ceux-ci suivent leur traitement, ils ont une vie des plus normales, donc on ne va pas stigmatiser les malades qui souffrent donc de cette pathologie, ce sont des personnes à qui on peut serrer la main, avec qui on peut vivre tranquillement. Merci encore, docteur. C'est moi qui vous remercie et merci pour cette conclusion qui résume tout. Merci beaucoup. Merci, professeur. Je ne sais pas où vous rendez, mais je pense que le point route qui arrive va vous intéresser, histoire de bien choisir votre itinéraire. On commence avec le boulevard Latry, c'est aux deux plateaux. Alors, Eva, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a des voitures, on a des immeubles, on a la toile d'araignée. Et voilà, la circulation est fluide dans les deux sens, Angré-Cocody, Cocody-Angré. Boulevard Largunet, cette fois pour les derniers frémissements de cette émission avec le point route bien sûr. Le boulevard Largunet au pied des immeubles au plateau nous donne un trafic assez fluide dans le sens Cocody, Trècheville ou dans le sens Trècheville, Yopougon ou voilà, partout à Abidjan. Trècheville nous accueille à présent. Comment est-ce qu'on se sent ce matin sur les routes? Comment est-ce qu'on se déplace? Soro Félicité nous permet donc de voir ces véhicules qui se déplacent tranquillement sur cette belle avenue, sur ce beau boulevard. Alors, nous allons partir maintenant normalement à Koumassi. Koumassi pour nous montrer que, j'imagine que ça bouge là-bas, hein, ça bouge, il y a déjà assez de voitures ou bien on a un peu, voilà, Koumassi, ça bouge toujours. Voilà, je l'avais senti à Koumassi, donc on a franchement un petit ralentissement, mais dans l'ensemble ça va si vous partez prendre un vol très tôt ce matin ou bien si vous revenez de Port-Boué, de la cité de la Secna, si vous revenez, en tout cas sachez que le trafic est assez fluide. Exactement, et Marco connaît tous les petits recoins d'Abidjan, il a toujours des détails pour nous. Là, on va se rendre sur le pont de Gaulle qui traverse donc la lagune Ébrié, c'est au plateau. Et vous pouvez vous en rendre compte, la circulation est très fluide dans le sens Cocody-Trècheville, mais dans l'autre, il y a beaucoup plus de véhicules, mais ce n'est pas encore le go-slow, pardon, il n'y a pas de ralentissement. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. Merci Eva. Merci Marco. Merci à tous les collaborateurs. Merci également à Soro Félicité qui signe la réalisation de cette émission. On se retrouve avec beaucoup de plaisir demain. On va progressivement entrer dans la sphère, dans la spirale, dans le royaume de la Saint-Valentin petit à petit jusqu'à mardi. Merci d'être avec nous. Et puis on se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. À demain.